Avez-vous déjà passé des heures à préparer vos planches de culture, à dorloter vos jeunes plants de tomates, pour finalement voir vos récoltes anéanties par une force invisible? C'est la pire frustration du jardinier. On cherche tous à obtenir des rendements incroyables avec le minimum d'efforts physiques. C'est le principe même du jardinage intelligent. Mais saviez-vous que la plus grande menace pour votre potager ne vient pas des insectes ou du manque d'eau? Elle vient souvent des plantes que vous avez vous-même introduites avec les meilleures intentions du monde. Aujourd'hui, je vais vous révéler 7 plantes qui vont littéralement détruire votre jardin si vous n'y prenez pas garde. Et croyez-le ou non, certaines d'entre elles sont tellement dangereuses et destructrices qu'elles sont considérées comme illégales dans de nombreuses régions. Restez bien jusqu'à la fin, car la dernière plante de notre liste pourrait non seulement ruiner votre verger, mais aussi vous envoyer directement aux urgences. Pour bien comprendre ce qui se passe sous nos pieds, il faut voir le jardin comme un champ de bataille extrêmement silencieux. Chaque goutte d'eau, chaque rayon de soleil et chaque gramme d'azote dans le sol est une ressource précieuse. Les légumes que nous cultivons, comme les courgettes ou les aubergines, sont souvent des plantes très exigeantes mais peu combatives. Elles ont besoin qu'on leur facilite la vie. À l'inverse, certaines plantes ont développé au fil des millénaires des stratégies de survie redoutables. Elles colonisent, elles étouffent et elles volent l'énergie des autres. Dans notre quête d'un potager généreux et sans effort, notre pire ennemi est la concurrence déloyale. Si vous plantez un végétal extrêmement agressif à côté de vos cultures, vous allez devoir lutter constamment. Vous allez creuser, arracher, transpirer et perdre des années de travail. Exactement l'inverse de ce que nous voulons. Alors, découvrons ensemble qui sont ces faux amis du jardinier. Commençons par une plante que nous adorons tous pour nos infusions estivales, mais qui cache un jeu terrifiant sous la surface de la terre. Je parle bien sûr de la menthe. Vous achetez un joli petit godet à la pépinière au mois de mai. Vous vous dites que ce serait fantastique de la planter juste à côté de vos beaux plants de tomates ou au pied de vos fraisiers. Sur le papier, l'idée semble brillante. On lit souvent que l'odeur forte de la menthe repousse les pucerons et autres ravageurs. C'est vrai, elle a des propriétés répulsives très intéressantes pour le potager. Alors, en bon jardinier paresseux qui cherche à utiliser les forces de la nature, vous la mettez en pleine terre. Et pendant les premières semaines, tout se passe à merveille. Vos tomates grandissent, la menthe s'épaissit doucement et vous profitez de son parfum à chaque fois que vous arrosez. Vous vous félicitez même de cette belle association de cultures. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est ce qui se trame en dessous, dans l'obscurité de votre sol, là où les véritables problèmes commencent à prendre racine à votre insu. Pendant que vous dormez sur vos 2 oreilles, la menthe déploie secrètement une armée souterraine. Elle ne pousse pas seulement vers le haut, elle lance des tiges traçantes appelées rhizomes, qui filent à une vitesse folle sous la terre. Imaginez un réseau de métro parisien qui se construirait tout seul, traversant vos planches de légumes de bout en bout. Ces rhizomes voyagent en profondeur, contournent les obstacles, et soudain, de nouvelles pousses de menthe sortent de terre à 1 mètre de la plante mère, puis à 2 mètres. En une seule saison, une petite bouture innocente peut coloniser plusieurs mètres carrés de votre précieux potager. Elle va littéralement étrangler les racines de vos carottes, pomper toute l'eau destinée à vos salades et accaparer les nutriments de la terre. Quand vous vous rendrez compte de l'invasion, il sera trop tard. Vous passerez vos week-ends à tirer sur des racines blanches et cassantes qui semblent infinies. Chaque petit morceau de racine laissé dans le sol repartira de plus belle au printemps suivant. C'est un travail épuisant et totalement frustrant pour le dos. Alors, comment profiter de la menthe sans ruiner son potager et son dos? La solution pour le jardinier intelligent est radicale, mais très simple. Ne mettez jamais, au grand jamais, votre menthe en pleine terre libre. Le seul moyen sûr de la cultiver est la mise en quarantaine stricte. Plantez-la dans un grand pot en terre cuite que vous garderez sur votre terrasse. Si vous tenez absolument à l'avoir dans votre potager pour son effet répulsif contre les insectes, utilisez la technique du pot enterré. Prenez un grand seau en plastique profond, coupez proprement le fond pour permettre un très léger drainage vertical et enterrez-le au ras du sol. Plantez votre menthe à l'intérieur de ce cylindre protecteur.
Les parois lisses empêcheront les rhizomes de fuir latéralement pour envahir vos autres cultures. Vous gardez ainsi le contrôle total de la plante. Vous profitez de ses bienfaits et vous n'aurez plus jamais besoin de creuser comme un forcené pour réparer cette erreur classique. C'est ça, le jardinage avec un minimum d'effort. Passons maintenant à notre deuxième faux ami. C'est une plante souvent vendue comme le saint graal de la permaculture et de l'autosuffisance, le topinambour. On vous a sûrement dit que c'était le légume perpétuel parfait. Vous le plantez une seule fois et il vous nourrit pour le reste de votre vie, sans aucun entretien. Il produit de grandes tiges majestueuses qui ressemblent à des tournesols et offre des tubercules au goût d'artichaut en hiver. Pour quelqu'un qui veut optimiser son temps et limiter son effort physique, cela ressemble à un rêve devenu réalité. On imagine déjà des récoltes abondantes pendant les mois froids, sans avoir eu à semer, biner ou arroser pendant l'été. C'est la promesse séduisante d'une nourriture gratuite et abondante. Beaucoup de passionnés de jardins autonomes se précipitent pour en installer une rangée au fond du potager, ou même près des jeunes arbres fruitiers, en pensant créer une belle haie nourricière. Mais cette promesse idyllique cache une réalité beaucoup plus sombre que vous allez vite regretter de ne pas avoir connue plus tôt. Le cauchemar du topinambour commence au moment de la récolte. Vous venez avec votre fourche-bêche au mois de novembre pour sortir ces délicieux tubercules. La terre est lourde, vous fouillez, vous ramassez de belles quantités, vous êtes ravis. Mais voici le piège absolu de cette plante. Il est humainement impossible de récupérer la totalité des tubercules dans le sol. Même en cherchant bien, vous oublierez toujours un éclat gros comme un petit pois, caché dans une motte de terre. Et c'est tout ce qu'il lui faut. Au printemps suivant, ce minuscule fragment va donner naissance à une nouvelle plante vigoureuse. Puis cette plante va se multiplier. En 3 ans, votre belle ligne de topinambour bien ordonnée se transformera en une forêt impénétrable de tiges de 3 mètres de haut. Cette forêt va créer une ombre massive qui tuera tout ce qui essaie de pousser autour. Vos tomates manqueront de soleil, vos arbustes fruitiers seront étouffés. Vous essayerez de vous en débarrasser, mais vous passerez des années à tamiser la terre pour enlever chaque bout de racine. C'est un travail titanesque. Pour garder le topinambour sans devenir son esclave, il faut appliquer la stratégie du confinement total. C'est la seule approche viable pour un jardinage sans contrainte à long terme. Choisissez une zone de votre terrain complètement isolée du reste de votre potager et de votre verger. Une bordure ingrate, coincée entre un mur et une allée en dur, est l'endroit parfait. Plantez-y vos topinambours et laissez-les vivre leur vie dans cette zone définie où ils ne pourront pas s'étendre. Ne les mettez surtout jamais au pied de vos jeunes pommiers ou poiriers. Leurs racines puissantes entreraient en compétition directe pour l'eau et les minéraux, retardant la croissance de vos fruits de plusieurs années. Si vous devez absolument les cultiver près de vos planches maraîchères, utilisez des barrières anti-rhizomes très épaisses, enfoncées à au moins 60 cm de profondeur. Mais honnêtement, le plus simple reste de leur dédier un bac surélevé dont ils ne pourront jamais s'échapper. Vous garderez ainsi le bénéfice de la récolte sans subir l'invasion. Abordons maintenant un cas beaucoup plus grave. Notre troisième plante n'est pas seulement un problème pour vos tomates, elle est un véritable fléau écologique. Et dans de nombreux pays, sa plantation, sa vente et même son transport sont strictement illégaux. Il s'agit de la redoutable renouée du Japon. Au XIXe siècle, elle a été introduite comme une magnifique plante ornementale. Avec ses grandes feuilles en forme de cœur, ses jolies grappes de fleurs blanches et ses tiges creuses évoquant le bambou, elle a séduit de nombreux propriétaires de jardins. Elle pousse à une vitesse fulgurante, créant un brise-vue naturel en quelques mois seulement. Certains jardiniers l'ont même plantée près de leur potager pour créer un microclimat ou faire de l'ombre en été. Mais la lune de miel est de très courte durée. Ce que ces personnes ne savaient pas, c'est qu'elles venaient d'introduire un monstre indestructible sur leur propriété. Une erreur qui allait leur coûter des milliers d'euros et d'innombrables heures de travail acharné. La renouée du Japon possède l'un des systèmes racinaires les plus destructeurs du règne végétal. Ces rhizomes peuvent s'enfoncer jusqu'à 3 mètres de profondeur.
et s'étendre sur 7 mètres de rayon autour de la plante principale. Elle ne se contente pas d'étouffer vos légumes et de tuer vos arbres fruitiers en accaparant toute l'eau du sol. Son réseau souterrain est si puissant et si agressif qu'il est capable de percer le béton, de disloquer les fondations de votre maison, de détruire les murs de soutènement de vos terrasses en espalier et de fracturer les canalisations souterraines. Imaginez le désastre si vous avez construit de belles jardinières en dur ou un système d'irrigation enterré pour votre potager paresseux. Tout sera broyé par la force de cette plante. Elle pousse tellement vite au printemps qu'on peut littéralement mesurer sa croissance de plusieurs centimètres par jour. Si vous trouvez cette plante près de votre jardin, votre priorité absolue ne sera plus de faire pousser des courgettes, mais de sauver l'intégrité de votre terrain. Le réflexe naturel d'un jardinier face à une mauvaise herbe est de prendre une pelle ou un motoculteur pour tout retourner. Avec la renouée du Japon, c'est la pire erreur que vous puissiez commettre. C'est même catastrophique. Si vous passez un outil rotatif dans le sol, vous allez broyer les racines. Or, un fragment de racine pesant à peine moins d'1 gramme suffit à recréer une plante entière. En voulant bien faire, vous allez multiplier la plante par 1000 et l'étaler sur tout votre terrain. C'est pour cette raison que la loi est si stricte. Vous n'avez pas le droit de jeter ces déchets de coupe au compost, ni dans la nature. La seule méthode pour s'en débarrasser, bien que très longue et frustrante, est d'épuiser la plante. Il faut couper chaque tige au ras du sol toutes les 2 semaines, de manière obsessionnelle, pendant des années, pour priver les racines de photosynthèse. Si vous êtes adepte du moindre effort, priez pour ne jamais croiser la route de cette plante illégale, car elle vous demandera le travail de toute une vie. Changeons de décor et regardons vers le ciel avec notre 4e ennemi, le lierre grimpant. L'image d'un vieux pommier ou d'un grand mur de pierre recouvert d'un lierre vert sombre est profondément romantique. Cela donne un charme fou au jardin, un petit côté vieux cottage anglais qui fait rêver. Beaucoup de jardiniers laissent volontairement le lierre s'installer autour de leurs arbres fruitiers, pensant que cela offre un abri pour la biodiversité et les oiseaux. C'est vrai que la faune l'apprécie, mais derrière cette esthétique bucolique se cache un assassin silencieux qui travaille lentement, année après année, pour détruire vos espérances de récoltes fruitières abondantes. Le lierre n'est pas un parasite au sens strict du terme, il ne pompe pas la sève de l'arbre. Mais son impact mécanique et concurrentiel est dévastateur pour n'importe quel verger productif. Laisser le lierre grimper sur vos arbres, c'est comme accepter de porter un sac à dos rempli de pierres toute votre vie. Voici ce qui se passe réellement. Le lierre va utiliser le tronc de votre poirier ou de votre cerisier comme une simple échelle. Ses racines à crampons s'agrippent fermement à l'écorce. En grimpant, il développe un feuillage extrêmement dense qui va progressivement recouvrir les branches de l'arbre fruitier. Et c'est là qu'est le vrai drame. Le lierre va littéralement voler la lumière du soleil. Or, sans soleil, vos arbres ne peuvent pas faire de photosynthèse correctement. Ils produiront beaucoup moins de fleurs, et donc presque pas de fruits. De plus, le lierre agit comme une énorme voile lors des tempêtes d'automne. Pire encore, en hiver, son feuillage persistant retient d'énormes quantités de neige. Le poids devient colossal. Résultat, les branches maîtresses de votre bel arbre fruitier, fragilisées et étouffées, finissent par se casser net sous le poids. Vous venez de perdre 10 ans de patience et de taille de formation en une seule nuit d'hiver, tout cela à cause d'une plante décorative. La solution pour le jardinier intelligent ne consiste pas à s'épuiser en tirant de toutes ses forces sur les lianes agrippées à l'arbre. Arracher le lierre vivant, c'est prendre le risque d'arracher l'écorce de l'arbre fruitier avec lui, créant des plaies béantes qui laisseront entrer les maladies et les champignons. La méthode paresseuse et efficace est d'agir à la base. Prenez une bonne scie et coupez simplement le tronc principal du lierre à la base de l'arbre en enlevant une section de 20 cm pour être sûr que les 2 parties ne se reconnecteront pas. Ensuite, ne faites plus rien. Laissez le temps faire le travail à votre place. La partie supérieure du lierre, privée de son alimentation en eau et en nutriments venant du sol, va lentement se dessécher, brunir,
puis mourir dans les branches. Au bout d'un an ou deux, ces crampons vont se relâcher naturellement, et le lierre mort tombera tout seul ou s'enlèvera d'un simple coup de râteau. Vous sauvez ainsi votre arbre et vos futures récoltes de fruits sans verser une goutte de sueur. Notre cinquième adversaire est plus discret, mais il est redoutable dans les planches de légumes. C'est l'amarante réfléchie, souvent perçue au départ comme une simple petite mauvaise herbe. Parfois, le jardinier débutant la trouve même jolie, avec ses épis rougeâtres, ou pense qu'il s'agit d'une variété ancienne de céréales inoffensives. Dans un esprit de laisser-faire ou de potager sauvage, on est souvent tenté de la laisser pousser un peu, pour voir. Grave erreur. Cette plante est une véritable machine de guerre biologique. Elle est conçue pour coloniser les sols riches en azote, exactement le type de sol que vous avez préparé avec amour et compost pour vos aubergines, vos poivrons et vos choux. L'amarante ne vient pas seulement habiter votre jardin, elle vient braquer la banque. Elle possède une croissance fulgurante en plein été, pile au moment où vos légumes ont le plus besoin d'énergie pour faire grossir leurs fruits. Sa présence va stopper net le développement de vos précieuses cultures. Le plus terrifiant avec l'amarante réfléchie, ce n'est pas seulement l'eau et les minéraux qu'elle vole, c'est sa capacité de reproduction. Si vous faites l'erreur de reporter le désherbage à plus tard pour vous reposer un peu, la plante va monter en graines. Et là, c'est le drame absolu. Une seule plante d'amarante bien développée peut produire jusqu'à 500 000 graines. Oui, vous avez bien entendu. Un demi-million de graines microscopiques qui vont se disperser sur vos buts de permaculture au moindre coup de vent. Ces graines ont une durée de vie incroyable et peuvent rester dormantes dans votre terre pendant 40 ans. Si vous la laissez monter en graines une seule fois, vous venez de signer pour 40 années de désherbage laborieux. Pour un jardinier qui cherche à réduire ses efforts, c'est le pire scénario possible. Il faut donc être impitoyable et réagir vite pour protéger la fertilité de votre précieux potager. Pour contrer l'amarante sans passer ses journées courbées en deux, la technique est l'anticipation. Ne la laissez jamais atteindre plus de 10 cm de haut. Le moyen le plus intelligent de l'éliminer est de l'étouffer avant même qu'elle ne voie le jour. C'est ici que le paillage épais montre toute sa puissance pour le jardinier paresseux. Dès la plantation de vos légumes au printemps, recouvrez votre terre d'une couche de 15 cm de paille, de foin ou de feuilles mortes. La lumière n'atteindra plus le sol et les graines d'amarante ne pourront pas germer. S'il en pousse quelques-unes sur les bords, arrachez-les immédiatement quand elles sont jeunes et tendres et laissez-les sécher sur le paillage. Vous transformez ainsi l'ennemi en matière organique pour votre sol. Surtout, ne les mettez jamais au compost si les fleurs ont commencé à se former, car votre tas de compost deviendrait une pépinière géante à mauvaises herbes pour l'année suivante. La sixième plante de notre liste ressemble à une idée brillante sur le papier, surtout pour ceux qui conçoivent un verger en permaculture. Il s'agit du robinier faux acacia. C'est un arbre magnifique, avec des feuilles délicates, qui produit des grappes de fleurs blanches délicieusement parfumées au printemps. Mais son grand argument de vente, c'est qu'il s'agit d'une plante fixatrice d'azote. Elle capte l'azote de l'air pour le ramener dans le sol. Dans l'esprit du jardinage naturel, on se dit souvent que planter un robinier près de ses pommiers ou de son potager est la meilleure façon de fertiliser la terre gratuitement. C'est l'essence même du design intelligent. Laissez la nature faire le travail de fertilisation. Alors, plein d'espoir, vous plantez cet arbre en bordure de votre espace cultivé. Mais cet arbre cache une agressivité souterraine redoutable qui va rapidement transformer votre petit coin de paradis en un champ de mines inextricable. Le robinier est ce qu'on appelle une espèce pionnière, très invasive. Dès que ses racines détectent une zone de terre riche et meuble, comme vos planches de potager soigneusement travaillées ou arrosées, elles s'y précipitent. Et voici la catastrophe. Le robinier drageonne violemment. Cela signifie qu'il fait jaillir de nouveaux petits arbres directement depuis ses racines, parfois à plus de 15 mètres du tronc principal. Vous allez voir de petites pousses épineuses percer vos paillages, sortir au milieu de vos rangs de carottes et transpercer vos toiles de paillage. Si vous faites l'erreur de couper le tronc principal parce qu'il fait trop d'ombre, c'est encore pire.
Sentant sa mort approcher, l'arbre va déclencher une réaction de survie en envoyant des dizaines de rejets explosifs partout sur votre terrain. Vous vous retrouverez avec une forêt de tiges bardées d'épines acérées, impossibles à arracher sans retourner complètement le sol et détruire toutes vos autres cultures. Pour le jardinier qui veut un système autonome et sans effort, il existe des alternatives beaucoup plus sages pour fertiliser le sol. Ne faites pas entrer le loup dans la bergerie. Au lieu de choisir le robinier envahissant, tournez-vous vers des arbustes fixateurs d'azote beaucoup plus dociles et tout aussi efficaces. Pensez au goumi des Japon ou à l'argousier, qui ont en plus l'avantage de produire de petits fruits comestibles sans chercher à conquérir tout le quartier. Vous pouvez aussi utiliser des annuelles comme les fèves et les haricots, ou semer du trèfle blanc comme couvre-sol permanent autour de vos arbres fruitiers. Ces plantes vont enrichir votre terre en azote, exactement comme vous le vouliez, mais sans jamais menacer de vous envahir ou de vous imposer des travaux de terrassement épuisants. Choisir les bonnes plantes compagnes, c'est s'assurer des décennies de tranquillité et de récoltes sereines sans la moindre épine. Enfin, nous arrivons à notre 7e et dernière plante, et je vous demande toute votre attention car celle-ci est véritablement dangereuse, tant pour votre santé que d'un point de vue légal. Il s'agit de la tristement célèbre berce du Caucase. C'est une plante monumentale qui ressemble à de l'ânette géant ou à une gigantesque carotte sauvage, pouvant atteindre facilement plus de 4 mètres de haut, avec des fleurs blanches immenses. Parfois, une graine arrive par le vent ou par les oiseaux, et la plante s'installe discrètement au fond de votre verger, près du compost ou au bord d'un fossé. Vu sa taille majestueuse, de nombreux jardiniers sont fascinés et décident de la laisser pousser par curiosité. Mais la berce du Caucase est classée comme une des espèces envahissantes les plus dangereuses d'Europe et d'Amérique du Nord. Et sa présence sur votre terrain implique souvent des obligations légales de signalement et de destruction par les autorités locales. Le danger de la berce du Caucase ne réside pas dans ses racines, mais dans sa sève. Elle contient des toxines puissantes, appelées furanocoumarines. Si vous frôlez cette plante en allant désherber, ou si vous essayez de la couper avec votre débroussailleuse en short et en t-shirt, la sève va gicler sur votre peau. Tant que vous êtes à l'ombre, vous ne sentirez rien. Mais dès que votre peau sera exposée à la lumière du soleil, une réaction chimique foudroyante va se produire. Cela s'appelle la photosensibilisation. Votre peau va développer de terribles brûlures au 3e degré, de grosses cloques douloureuses et des cicatrices qui peuvent durer des années. Ce n'est plus du jardinage, c'est une urgence médicale. C'est l'antithèse absolue de notre vision d'un potager détendu et nourricier. Si vous apercevez cette plante géante, ne vous en approchez jamais sans un équipement de protection intégrale. Portez des gants épais, des manches longues et des lunettes de protection. Voilà, vous connaissez désormais les pires ennemis du jardinier paresseux et malin. Le grand secret d'un potager qui produit d'énormes récoltes avec très peu d'efforts physiques, ce n'est pas seulement de savoir quoi planter, c'est surtout de savoir ce qu'il faut absolument interdire d'entrer. Une erreur de casting aujourd'hui, comme planter de la menthe en pleine terre ou tolérer un petit bout de renouée du Japon, peut vous condamner à des années de lutte épuisante, de mal de dos et de récoltes misérables. En étant vigilant dès maintenant, vous vous offrez des étés de tranquillité à regarder vos fruits et légumes pousser paisiblement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un beau pouce bleu. Ça nous aide énormément. Et maintenant, dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà commis l'erreur de planter l'une de ces espèces dans votre jardin? Et comment avez-vous réussi à vous en débarrasser?